Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé mes affaires jetées avec un mot de ma belle-mère, c'est la maison de mes enfants. Dégage, idiote. Mon mari a bloqué mes cartes et mon téléphone. J'ai juste souri. Il ne savait pas ce que j'avais fait la veille. En rentrant du travail, j'ai trouvé mes affaires empilées sur le trottoir devant l'entrée de l'immeuble, et sur le dessus, un mot de ma belle-mère, Chantal. L'appartement appartient maintenant à mes filles, alors dégagez de notre vue, espèce de... À ce moment précis, mon mari, Célian, avait bloqué mes cartes de crédit et mon numéro de téléphone. J'ai juste souri parce qu'il ne savait toujours pas ce que j'avais fait la veille. Je me tenais sur le pavé fissuré de la vieille cour de Boston, entouré de sacs poubelles remplis de vêtements et de cartons, hâtivement scellés par d'autres mains. Et la première chose que j'ai ressentie n'a pas été l'humiliation ou la panique, mais un soulagement étrange, presque physique, comme si un poids énorme que j'avais porté si longtemps sans même le remarquer avait été soulevé de mes épaules. Le mot était au-dessus, maintenu par mon porte-document de travail avec les plans. Les lettres penchaient d'un côté, comme si ma belle-mère l'avait écrit à la hâte, essayant de s'échapper avant mon retour. J'ai ramassé le porte-document, épousseté un coin et me suis assise sur le trottoir, le dos à l'entrée de l'immeuble d'où j'avais été expulsée par des gens qui pensaient posséder ma vie. La cour sentait l'humidité et l'asphalte froid. Il avait plu récemment, et de la fenêtre ouverte d'un appartement au 3e étage venait le son d'une émission de radio tardive, quelque chose de complètement déplacé et bien trop joyeux pour ce qui se passait juste en dessous de cette fenêtre. Le téléphone a vibré 2 fois dans ma poche. La banque me notifiait d'une transaction refusée. Je n'étais pas surprise. Je savais que cela arriverait. Je le savais depuis hier après-midi, quand j'ai signé les derniers papiers dans le bureau exigu d'un cabinet d'avocats de Back Bay, un endroit qui sentait l'encre fraîche et où ma vieille connaissance, François, le chef de chantier, arpentait nerveusement la porte, n'osant pas s'asseoir. Un grand homme, maladroit dans les espaces clos, habitué aux échafaudages et au coffrage, pas aux fauteuils en cuir des salles d'attente. C'est l'histoire de la façon dont un plan concocté contre moi pendant des mois s'est heurté à un plan que j'ai bâti en une seule nuit. Restez jusqu'à la fin car il y aura un moment qui a rendu tout cela digne de traverser cette cour pleine de cartons d'autrui. Mon nom est Éléonore et, ces 7 dernières années, je me suis consacrée à redonner vie à des bâtiments de Boston que tout le monde avait abandonnés. Des façades écaillées dans le centre historique, des blocs avec des moulures en ruine et des solives en bois qui craquent sous les pieds des restaurateurs. Je suis architecte spécialisé dans la préservation historique. Et ce travail m'a appris une vérité très simple. Ce qui semble stable et sûr à l'extérieur peut être soutenu à l'intérieur par une fissure que personne n'a pris la peine de regarder. Les bâtiments mentent avec leur façade. Les gens mentent avec leur visage. Je l'ai appris sur les chantiers bien avant de l'apprendre dans ma propre famille. La première année après notre emménagement, en décollant l'ancien papier peint dans une petite pièce d'angle, celle destinée à être la chambre d'amis, j'ai découvert sous plusieurs couches de rénovation bon marché des années 1970. Un fragment de fresque murale peinte à la main sur la frise du plafond, appartenant clairement à la décoration originale du XIXe siècle. C'était un motif botanique entrelacé qui conservait encore quelques feuilles d'or. À l'époque, j'ai photographié la découverte. J'ai rédigé un bref rapport pour mes propres archives de studio, juste au cas où, sans arrière-pensée, et j'ai recouvert le fragment de nouveau papier peint. Il n'y avait pas de besoin urgent de rendre publique la découverte et personne n'allait financer la restauration complète de qualité muséale d'une seule pièce dans un condo privé. Depuis lors, le rapport est resté dans mon porte-document de travail aux côtés de dizaines d'avis techniques, sans se distinguer des autres papiers, jusqu'au jour où cette même pièce est devenue celle que Manon prévoyait de donner à Pauline pour en faire une chambre. J'ai rencontré Célian sur un chantier. Je dirigeais la restauration d'un majestueux bâtiment de la fin du XIXe siècle, et il est venu en tant que représentant du client, toujours avec un front plissé, un manteau coûteux et arrivant en retard partout. À l'époque, il me semblait que derrière cette hâte se cachait un homme ambitieux, et non l'habitude de ne s'engager à rien de durable, y compris les personnes. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Nous avons racheté un appartement de 3 chambres dans un vieil immeuble du quartier central de Soutan, à un pâté de maisons du même projet, avec 2 hauts plafonds et des moulures que j'ai moi-même restaurées la nuit pendant que Célian regardait la télévision dans le salon.
Ma belle-mère, Chantal, m'a fait comprendre dès le premier jour qu'elle ne me considérait pas comme une belle-fille, mais comme un obstacle temporaire sur le chemin de la bonne répartition des biens familiaux entre ses deux filles biologiques, Manon et Pauline. Je me souviens de notre mariage et j'entends encore clairement le toast que Chantal a porté. Levant son verre de champagne, elle a longuement parlé de la fierté qu'elle éprouvait pour la carrière de son fils Célian et son appartement. Elle ne m'a mentionné dans ce long discours qu'avec une seule phrase, « Eh bien, et maintenant il a aussi une femme ». Elle l'a dit avec le même ton que l'on utilise pour annoncer l'achat d'un appareil ménager nécessaire mais sans intérêt. À l'époque, j'ai attribué cela à la nervosité et aux mauvaises compétences oratoires de ma belle-mère. Maintenant, avec le recul, je comprends que cette phrase n'était pas un lapsus, mais la description exacte de ma place dans cette famille dès le premier jour. Manon était l'aînée, bruyante et habituée à obtenir ce qu'elle voulait sans effort. Elle était sur le point de se marier et cherchait déjà des meubles pour son futur appartement, même si elle n'en avait pas encore officiellement un. Pauline était la plus jeune, plus calme. Elle travaillait dans une petite imprimerie de quartier et ne se disputait presque jamais avec sa mère à voix haute. Mais j'avais remarqué depuis longtemps que derrière son silence, il n'y avait pas de soumission, mais quelque chose de plus complexe. La lassitude d'une personne qui avait passé trop d'années à regarder les autres faire leur volonté et n'était pas sûre de vouloir continuer à participer. Pendant ces mêmes semaines, mon travail habituel suivait son cours comme dans une réalité parallèle, plus honnête, où au moins les fissures n'étaient pas cachées derrière des sourires. Sur le projet que je dirigeais alors, un ancien hôtel particulier en cours de conversion en hôtel de charme, le client exigeait d'accélérer le calendrier en rognant sur le renforcement des fondations. Et je suis restée aussi ferme que toujours sur les questions de sécurité structurelle. On ne peut pas prendre de raccourci ici, ai-je dit au représentant du client, un petit homme en costume parfaitement repassé qui pensait clairement que la restauration n'était que de la peinture murale à prix fort. Si nous ne renforçons pas les fondations maintenant, dans 5 ans, toutes ces belles moulures au-dessus de votre tête s'effondreront avec les solives de plancher et aucune économie ne couvrira les procès des clients blessés. Il a argumenté un peu plus pour la forme, mais à la fin, il a accepté mes calculs. Les chiffres et les rapports d'inspection ne laissaient aucune place à la négociation, et en le regardant signer le document pour le financement supplémentaire du renforcement, j'ai été une fois de plus convaincu de quelque chose de très simple qui me servirait plus tard à la maison. Les gens cèdent presque toujours, non pas aux émotions, mais à des faits irréfutables et bien documentés. Les premiers signes avant-coureurs ont commencé bien avant ce jour avec les cartons. Chantal a commencé à venir plus souvent que d'habitude, trouvant toujours une nouvelle excuse. Soit elle devait ramasser quelque chose qu'elle avait oublié, soit elle se souvenait soudainement qu'il y avait longtemps qu'elle ne m'avait pas vu cuisiner et venait soi-disant pour une visite. Mais en réalité, elle se promenait dans le condo avec un mètre à la main, mesurant et photographiant des choses, comme si elle calculait déjà l'aménagement des meubles de quelqu'un d'autre dans les pièces de quelqu'un d'autre. Lors de ces visites, Célian devenait étrangement silencieux, comme s'il savait ce qui se passait, mais préférait ne pas intervenir, comme un homme qui regarde quelqu'un piétiner son jardin et continue à siroter son café sur le porche. Chantal était une femme trapue, petite, avec une lourde bague à chaque doigt et l'habitude de garder le dos anormalement droit, comme si elle avait passé toute sa vie à se préparer à une inspection. Lors d'une de ces visites, elle n'est pas venue seule, mais avec Manon. Manon est entrée derrière elle, enlevant ses lunettes de soleil en marchant, et a parcouru le couloir avec le regard de quelqu'un qui observe une vitrine, où elle a déjà choisi son achat et attend juste la facture. Manon avait de longs cheveux teints d'un blond cendré froid, et avait l'habitude de tripoter la bague de fiançailles à son doigt lorsqu'elle parlait de son mariage imminent. Et elle en parlait dans presque toutes les phrases, quel que soit le sujet de conversation. Bien sûr, tout devra être changé ici, a-t-elle dit, s'arrêtant au milieu du salon et montrant les murs du doigt. Ces moulures conviennent à un musée, mais pas à une vie normale. Maman, regarde, un dressing serait parfait ici. Manon a continué vers cette même pièce d'angle avec le plafond nouvellement tapissé sous lequel l'ancienne fresque était encore cachée et s'est arrêtée au seuil, scrutant l'espace avec le regard d'une propriétaire. Et ce sera ma chambre, a-t-elle déclaré, non pas comme une question. Le papier peint devra être arraché. Bien sûr, c'est un truc bon marché et de mauvais goût. Je suis restée silencieuse, regardant le plafond,
dont elle ne connaissait pas le secret, et j'ai pensé que le truc de mauvais goût durerait exactement le temps dont j'avais besoin. Manon, ai-je dit poliment, essayant de garder ma voix calme. Ce condo n'est pas encore le vôtre. Pas encore. Elle a accepté facilement, comme si c'était une formalité temporaire et non une question de propriété, et s'est tournée vers sa mère pour continuer à discuter de l'aménagement des meubles, comme si je n'étais pas là. Pendant ce temps, Chantal est allée dans la chambre principale avec le maître, l'a tendu le long du mur et a rapidement noté quelque chose dans un carnet, sans prendre la peine d'expliquer pourquoi. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant ce petit théâtre, sentant quelque chose de chaud et de plein de rage grandir en moi. Mais je n'ai pas laissé ce sentiment faire surface prématurément. Toute explosion de ma part à ce moment-là aurait été utilisée contre moi. Preuve de mon instabilité et de ma prétendue incapacité à me comporter décemment dans cette famille. Nous ne faisons que prendre des mesures, Éléonore. Ne soyez pas nerveuse, a dit ma belle-mère par-dessus son épaule en remettant le maître dans son sac à main. Le tournant s'est produit un après-midi ordinaire lorsque je suis rentrée du chantier plus tôt que d'habitude. L'inspection technique des solives de plancher était terminée en avance, et j'ai trouvé Célian dans la cuisine, le téléphone à l'oreille. Il ne m'a pas entendu entrer. Il était dos à la porte et parlait d'un ton fort, clairement irrité, mais pas avec moi, avec la personne à l'autre bout du fil. « Maman, comment veux-tu que je fasse ça ? Explique-moi, disait-il. Et sa voix montrait non pas de la résistance, mais le désir las de mettre fin à une conversation désagréable le plus rapidement possible. Éléonore ne va pas simplement me céder l'appartement. Elle a aussi des droits. J'ai figé dans le couloir, serrant le sac avec mes plans. Je n'ai pas fait un pas de plus. Je ne voulais pas que le craquement des planches me trahisse. Elle a peut-être des droits, mais elle n'a aucune honte, a retenti la voix aiguë de ma belle-mère depuis le haut-parleur. Assez fort pour que je comprenne chaque mot. Manon se marie dans quelques mois. Elle a besoin de son propre toit, pas d'une misérable location. Pauline doit aussi se débrouiller seule. Il est grand temps qu'elle arrête de chauffer un siège dans ma maison. Toi et cet architecte, vous avez un appartement entier pour vous alors qu'il pourrait y avoir une chambre pour chacune de mes filles si tu agissais une fois dans ta vie comme un homme et non comme un lâche dominé par sa femme. Célian a soupiré comme le font les gens qui ont depuis longtemps cessé de discuter mais n'osent pas encore être d'accord à voix haute. Je vais réfléchir à la façon de faire ça proprement, a-t-il dit. Et cela m'a suffi pour tout comprendre. Il avait déjà commencé à y penser. Et ce n'était certainement pas le premier jour. Je n'ai pas fait irruption dans la cuisine en faisant une scène. Je n'ai pas exigé d'explication là, à la porte. 20 secondes d'une conversation entendue en secret ne sont pas une preuve définitive, mais seulement une fissure dans la façade qui doit être étudiée minutieusement avant de décider s'il faut démolir le bâtiment ou le renforcer. Je suis partie silencieusement par la porte, suis descendue dans la cour, suis montée dans ma voiture et ai appelé la seule personne de cette ville en qui j'avais plus confiance que la famille de mon mari. François, le chef de chantier avec qui j'avais relevé des dizaines de bâtiments de la ruine, et qui m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté gravé pour toujours, un bâtiment ne tombe pas le jour où la fissure apparaît, mais le jour où trop peu de gens la remarquent. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là sur son chantier, parmi les échafaudages et l'odeur de chaux fraîche, et je lui ai raconté ce que j'avais entendu. François a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, puis a prononcé la phrase qui a essentiellement tout déclenché. « Si vous savez qu'ils vont démolir la maison sans votre permission, » a-t-il dit en s'essuyant les mains sur un chiffon. N'attendez pas les bulldozers, allez au registre foncier, retirez les papiers et découvrez qui possède vraiment les fondations. Je n'étais pas naïve avant cette conversation. J'avais remarqué depuis longtemps la froideur de ma belle-mère. J'ai vu Célian s'éloigner lentement. J'ai réalisé que les visites de Chantal devenaient de plus en plus insistantes. Mais cet après-midi-là fut le moment où j'ai cessé de justifier ce qui se passait comme des coïncidences. Je n'allais pas attendre d'être jetée à la rue pour commencer à me défendre. La décision d'agir est venue cette même nuit, alors que je veillais à côté de l'homme qui avait discuté de mon expulsion avec sa mère avec la même désinvolture qu'on discute de la réorganisation des meubles. Cette nuit-là, de retour à la maison, après être sortie de la voiture et m'être assurée que Célian dormait, je me suis enfermée dans la salle de bain,
j'ai ouvert l'eau et je me suis autorisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé depuis longtemps. Quelques minutes de larmes silencieuses et emplies de rage, assise sur le rebord de la baignoire, les mains pressées contre mon visage. Je ne pleurais pas d'impuissance ou d'apitoiement, mais de la fureur que la personne avec qui je partageais un lit depuis 7 ans planifiait mon avenir avec sa mère, comme si j'étais des débris de construction prêts à être emportés. Je me suis donné exactement 5 minutes pour cela. Puis je me suis lavé le visage à l'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et je suis sortie sereine, transformée en la version de moi-même qui savait déjà ce qu'elle allait faire ensuite. Le lendemain, je ne suis pas allée voir un avocat pour rassembler des papiers juste au cas où. Comme quelqu'un qui pense encore avoir le temps l'aurait fait, je savais que le temps était compté. Le ton de la conversation que j'avais surprise ne laissait aucun doute sur le fait que les choses avançaient vite. Et au lieu d'accumuler des preuves pour un futur procès, j'ai décidé d'utiliser le seul véritable levier dont je disposais, mes connaissances professionnelles sur le fonctionnement des bâtiments historiques et de leurs archives, et les contacts que j'avais établis au fil des ans dans les archives. Les bureaux techniques et les cabinets d'avocats de Boston. Notre immeuble, celui avec les moulures et les hauts plafonds, était inscrit au catalogue des propriétés protégées par la préservation historique. Avant de nous marier, j'avais moi-même participé à l'inspection de ces murs porteurs lorsque l'association des copropriétaires avait commandé le rapport technique pour l'inspection du bâtiment avant de rénover le toit. À ce moment-là, j'ai signé le document en tant qu'experte indépendante, et à partir de ce jour, ma signature figurait au dossier de la propriété en tant que technicienne responsable du suivi de l'état de certaines unités, y compris la nôtre. En raison d'une fissure dans le mur porteur découverte dans la pièce adjacente à notre chambre. La fissure était réelle, non critique, mais suffisante pour être officiellement inscrite au registre comme raison d'établir un régime spécial qui bloquait tout changement de propriété jusqu'à l'achèvement des travaux de suivi. Je n'avais jamais auparavant utilisé ce statut à des fins personnelles. Il existait dans les archives de l'association silencieusement comme une simple formalité technique que personne ne se souvient tant qu'on n'en a pas besoin. Mais maintenant, éveillée et écoutant la respiration régulière de mon mari, celui-là même qui quelques heures plus tôt discutait de mon avenir dans mon dos. J'ai compris que cette formalité pouvait être la poutre maîtresse qui soutiendrait le bâtiment pendant qu'ils essayaient de le démanteler brique par brique à mon insu. Le lendemain matin, je ne suis pas allée sur le chantier, bien que j'aie eu une réunion importante avec un client à mon calendrier. Au lieu de cela, je suis allée aux archives de la gestion immobilière où ils me connaissaient bien en tant qu'experte et j'ai demandé le dossier technique de notre bâtiment. J'ai mis à jour le statut de suivi de l'appartement, indiquant que jusqu'à ce que la nouvelle inspection des éléments structurels soit conclue. Tout acte d'enregistrement concernant les parts de propriété de l'appartement nécessiterait ma confirmation personnelle et contraignante en tant que spécialiste responsable. Une formalité complètement légale, mais extrêmement gênante pour ceux qui espéraient effectuer une opération en secret sans signature et gênant. En même temps, j'ai fait quelque chose dont je n'avais même pas parlé à François. J'ai appelé mon petit studio, qui recevait des commandes de tout le centre historique, et je me suis souvenu d'un appartement que nous avions acheté pour une bouchée de pain il y a 1 an et demi dans un pâté de maison voisin. C'était un minuscule appartement délabré que j'avais acheté avec mes propres économies, en le mettant exclusivement à mon nom, et que j'avais lentement restauré pendant mon temps libre, plus par passion professionnelle qu'avec un but précis. Célian en connaissait vaguement l'existence. Il le voyait comme une étrange lubie de mon travail, un atelier où sa femme allait occasionnellement jouer aux rénovations, et il n'y prêtait jamais attention. Cela ne rapportait pas d'argent et ne l'intéressait pas du tout. Quelques jours après ma visite aux archives, Manon elle-même m'a appelé, ce qui était très inhabituel. Elle préférait généralement communiquer avec moi par l'intermédiaire de sa mère ou directement par Célian. Écoutez, faisons ça correctement, a-t-elle dit sans préambule, avec le ton de quelqu'un qui est convaincu de vous rendre service. Nous savons tous que votre histoire avec Célian se dirige tout droit vers le divorce. Vous pourriez simplement partir tranquillement sans faire de scène. Je vous aiderai même à trouver une camionnette pour le déménagement. Merci de vous soucier de mon déménagement, ai-je répondu, essayant de rendre ma voix calme et même un peu moqueuse. Mais je ne déménagerai que lorsque je déciderai où et dans quelles conditions. Et ce ne sera certainement pas parce que vous avez un besoin urgent de ma chambre d'amis pour en faire une chambre. Vous ne comprenez pas à quel point tout cela est important pour nous,
a-t-elle commencé à dire, sa voix s'élevant. Mais j'ai doucement, sans attendre qu'elle finisse son sermon, dit au revoir et raccroché, la laissant parler seule. C'est précisément cet appartement que j'avais discrètement et sans bruit remis en état pendant 1 an et demi qui est devenu ma véritable fondation d'urgence. L'endroit où je pouvais déménager à tout moment sans dépendre de la charité ou de la permission de personne. Cet après-midi-là, en revenant des archives, je me suis permis pour la première fois depuis longtemps non pas de craindre le lendemain, mais de le planifier avec une efficacité froide, comme quelqu'un qui planifie non pas une évasion, mais un déménagement vers un site pré-préparé. Une nuit, environ une semaine après la conversation que j'avais entendue, Célian lui-même a abordé la question de l'argent. Pour la première fois depuis longtemps, il l'a fait sans son irritation habituelle, mais avec l'épuisement de quelqu'un qui est fatigué de porter seul un lourd fardeau. Il était assis à table, la tête posée sur ses bras croisés, et a avoué qu'il avait contracté un prêt au travail, une avance sur un bonus qui n'a jamais été payé. Le projet qu'il gérait était bloqué au stade des permis. Il ne m'a pas demandé d'argent directement, mais une idée claire est ressortie de ses paroles. Vendre sa part de l'appartement et vivre de l'argent de sa mère serait plus facile pour lui que de régler ses dettes seul. Alors j'ai compris avec une clarté absolue que ce n'était pas seulement la pression de ma belle-mère. Célian avait son propre intérêt égoïste à se débarrasser de la propriété partagée. Et sa mère ne lui avait donné que l'excuse parfaite pour faire ce qu'il voulait déjà au fond de lui. Peut-être pourrions-nous vendre notre part à Manon et acheter quelque chose de plus petit, a-t-il dit ensuite en regardant la table et non moi. Cela m'aiderait vraiment. Plus tard cette même nuit, alors que j'étais allongé, dos à lui, faisant semblant de dormir, Célian a soudainement dit dans l'obscurité, presque dans un murmure, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je l'entende, Et si je m'étais trompé et que je n'aurais pas dû en parler à ma mère ? Je n'ai pas répondu, attendant qu'il continue, mais il a juste soupiré. Et une minute plus tard, il ronflait. Et le lendemain matin, il n'y avait aucune trace de ce bref éclair de doute, comme s'il n'avait jamais existé. Je n'ai pas discuté cette nuit-là. Je me suis limité à un bref « j'y réfléchirai ». Mais précisément cette phrase, lancée avec désinvolture pendant le dîner, a été la confirmation finale que je ne pouvais plus perdre de temps. Les semaines suivantes se sont déroulées à un rythme étrange et double. En apparence, rien n'avait changé. Je continuais à préparer les dîners, à me rendre sur les chantiers et à supporter les visites de ma belle-mère, qui se présentait maintenant presque tous les 2 jours, inventant des excuses de plus en plus transparentes. Un jour, elle m'a surprise dans la cuisine, en regardant les rideaux, a dit à voix haute, à personne en particulier, Manon devra changer ses chiffons. Elle a meilleur goût. Je n'ai rien dit. J'ai remué le ragoût et serré la cuillère plus fort. Le plan n'était pas encore terminé, et toute réaction de ma part gâcherait tout prématurément. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé directement sur mon portable, ce qui était extrêmement rare. Elle préférait généralement agir par l'intermédiaire de son fils. Sans détour, elle m'a dit que la famille voulait se réunir pour le déjeuner du dimanche, une réunion de famille, avant de décider définitivement quoi faire de l'appartement. Sa voix semblait trop mielleuse pour quelqu'un qui quelques jours auparavant avait parlé de mon expulsion comme d'une affaire réglée. Et cette fausse douceur m'a mise plus en alerte que sa grossièreté habituelle. Bien sûr, je serai là, ai-je répondu calmement, sachant déjà que derrière cette invitation se cachait une nouvelle tentative de me faire pression en public, devant témoins, ou de tester ce que je savais. Lors de ce déjeuner bruyant, plein de sourires forcés et de regards prudents que tout le monde essayait de détourner, Chantal n'a pas dit un mot sur l'appartement, comme si elle ne m'avait pas appelé sous prétexte de parler de quelque chose de sérieux. Et ce n'est qu'à la fin, en me raccompagnant à la porte, qu'elle a murmuré à voix basse, une phrase que je n'oublierai pas. « Tenez bon, ma chère. Nous verrons ce qui se passera. » Dans sa bouche, cette phrase ne sonnait pas comme de l'inquiétude, mais comme l'avertissement de quelqu'un qui a déjà pris une décision et attend juste le bon moment pour l'exécuter. À l'intérieur, parallèlement à cette façade de normalité, je renforçais méthodiquement mes défenses. Chaque semaine, j'allais aux archives, renouvelais le statut d'inspection de l'appartement, consultais un avocat de confiance sur les autres obstacles juridiques que je pouvais mettre en travers d'une vente hâtive, et continuais à meubler mon appartement d'urgence. Sachant consciemment à quoi il me servirait.
François m'a aidé avec les dernières touches sans poser trop de questions. Il a changé le câblage, installé la nouvelle plomberie, et un jour, en serrant le dernier robinet, il a dit une phrase qui m'est restée. La maison est prête pour son propriétaire aujourd'hui. Maintenant, le propriétaire n'a plus qu'à être prêt à emménager. L'avocate que j'ai consultée, Maître Dubois, avec qui j'avais déjà travaillé sur des dossiers de studio, était une femme mince au mouvement vif, presque d'oiseau, avec des lunettes suspendues à une chaîne qui glissait toujours au bout de son nez. Elle a écouté ma situation sans bouger un muscle de son visage, comme si elle avait entendu des centaines d'histoires similaires dans sa carrière. Formellement, vous avez raison, a-t-elle dit en feuilletant les pages de mes documents. Le statut d'inspection technique que vous avez approuvé en tant qu'experte bloque effectivement toute inscription hâtive de part de propriété. Mais cela ne fonctionne que tant que ce statut est actif. Si votre mari ou sa mère découvrent le mécanisme à l'avance, ils essaieront de le contourner ou de faire pression sur l'association des copropriétaires pour lever la restriction prématurément. Alors il est crucial qu'ils ne le découvrent pas, ai-je répondu. Alors il est crucial de préparer quelque chose de plus pour le pire des scénarios, a-t-elle corrigé, enlevant ses lunettes et les nettoyant avec le bord de sa blouse. Nous allons rédiger une déclaration sous serment notarié de non-consentement à tout transfert de votre part de la propriété sans votre présence physique. Nous la signerons tout de suite et j'enverrai un avis officiel à la gestion immobilière avec une copie au registre afin que même s'ils essaient de lever le blocage à la hâte, il y ait une trace écrite que personne ne pourra plus tard justifier comme un malentendu. Nous avons passé presque 2 heures dans son bureau à rédiger et signer des papiers. Et lorsque je suis sortie dans la rue pour la première fois depuis de nombreuses semaines, je n'ai pas ressenti d'anxiété. Mais le calme froid et proactif que ressent un restaurateur lorsqu'il trouve enfin le point pour enfoncer la première ancre de sécurité avant de démonter un mur sur le point de s'effondrer. Pauline, ma plus jeune belle-sœur, s'est étonnamment avérée être la première à faire comprendre qu'elle ne voyait pas la situation du même œil que sa mère. Le bout de ses doigts était toujours légèrement taché, comme d'encre, héritage de ses années de travail sur les machines d'impression. Et elle avait l'habitude de parler à voix basse, en détournant le regard de son interlocuteur, comme si elle avait appris depuis longtemps à ne pas attirer l'attention dans une famille où tout l'amour et les ressources allaient à l'aîné. Un jour, elle est passée sur mon chantier sous prétexte d'un rendez-vous informel en ville, et nous sommes allés prendre un café dans un petit établissement près de la façade que je restaurais. Ma mère a déjà parlé à un avocat à propos de votre appartement, m'a-t-elle dit après avoir longuement tourné sa tasse avant d'oser parler. Je ne devrais pas vous le dire, mais je ne veux pas me sentir complice de quelque chose que je n'approuve pas, et pourquoi tout cela vous intéresse-t-il, ai-je demandé, ne comprenant pas vraiment pourquoi elle trahissait sa mère. Parce que j'en ai assez d'être la fille docile, a-t-elle répondu. Et pour la première fois depuis que nous nous connaissions, sa voix a sonné dur. Maman a passé toute sa vie à prendre des décisions pour Manon, et elle m'utilise pour combler les lacunes quand Manon manque d'argent ou de capacité. J'aimerais aussi avoir ma propre vie, ne pas toujours avoir à prouver que je suis une fille et non un accessoire gratuit pour ma sœur aînée. Je l'ai remerciée de sa sincérité, mais je n'ai pas partagé les détails de mon plan avec elle. Moins il y avait de personnes qui connaissaient les rouages, plus le mécanisme que j'assemblais fonctionnerait proprement. L'après-midi précédant le jour des cartons, tous les éléments de ma défense étaient en place. Le blocage technique de l'appartement était renouvelé et scellé au registre. L'appartement était entièrement prêt à être emménagé, et l'avertissement de l'avocate concernant l'illégalité de tout transfert secret était étayé par l'avis officiel que je gardais dans mon porte-document avec les plans. Le même porte-document qui le lendemain apparaîtrait écrasé sous le mot de ma belle-mère sur le pavé sale devant l'immeuble. La dernière étape de cette journée fut d'appeler François. Je lui ai demandé de préparer l'appartement pour mon déménagement, non pas en théorie, mais littéralement pour le lendemain matin, de vérifier si le chauffage fonctionnait, d'apporter les meubles de base, et de laisser la clé sous une pierre spécifique à l'entrée. Comme nous le faisions sur les chantiers, nous devions entrer avant qu'il ne soit officiellement ouvert. Il n'a pas posé de questions, a juste répondu sèchement au téléphone, fait. Ne vous inquiétez pas, et cela m'a suffi pour comprendre. J'avais vraiment une arrière-garde sur laquelle m'appuyer lorsque la façade de ma propre famille commencerait à s'effondrer. Très tard, alors que je préparais le porte-document avec les documents pour le lendemain, le téléphone a vibré brièvement avec un message de Pauline. Court et direct,
Maman a dit à Manon que tout serait réglé demain. Sois prudente. J'ai répondu par un seul mot, merci. J'ai posé le téléphone sachant que le temps de la réflexion était terminé. Maintenant, je savais que le jour J serait demain. Et étrangement, je me sentais plus légère. L'incertitude est toujours plus effrayante que le jour le plus difficile mais prévisible. En m'endormant cette nuit-là à côté de l'homme qui avait déjà décidé comment se débarrasser de moi, je n'ai ressenti aucune peur pour le lendemain. Je pense que pour la première fois depuis des mois, je l'attendais avec curiosité. Avec la même curiosité qu'un restaurateur attend le moment de retirer l'échafaudage pour que tout le monde puisse voir ce qui était caché derrière. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme d'habitude, donnant un baiser à Célian sur la joue sans dire un mot de la déclaration sous serment notarié que je portais dans mon sac à main. Et je suis revenue pour trouver ces mêmes cartons. La serrure changée par d'autres mains et le mot qui, selon eux, allait réduire ma vie en poussière. J'ai mis le mot dans ma poche, non pas comme un trophée, mais comme une preuve dont j'aurais besoin. J'ai ramassé ma sacoche d'ordinateur portable par terre et au lieu de m'asseoir sur le trottoir pour contempler comment d'autres avaient emballé ma vie, j'ai composé le numéro de Maître Dubois. Elle a répondu au deuxième appel, comme si elle s'attendait à mon appel. La déclaration sous serment de non-consentement a été officiellement traitée par la gestion immobilière ce matin. Il y a une copie au registre, a-t-elle dit en guise de salut. S'ils essaient de faire une vente sans vous, le document bloquera automatiquement le processus au stade de la validation. Vous avez la copie certifiée conforme et le certificat d'inspection technique de l'immeuble sur vous? Merci, ai-je répondu brièvement. J'ai rangé mon téléphone et j'ai levé les yeux vers les fenêtres de notre appartement, qui n'était plus tout à fait le nôtre, où il y avait de la lumière et des silhouettes en mouvement. Je suis montée dans l'ascenseur, palpant le porte-document. Il était clair que toute la famille s'était réunie. À en juger par le rire aigu de Manon et le ton inimitable de Chantal donnant des ordres, je n'ai pas sonné. J'ai simplement ouvert la porte avec ma clé, que personne n'avait pris la peine de me demander, et je suis entrée dans le salon. Dans ce même espace avec les moulures que j'avais restaurées de mes propres mains la nuit, ils étaient là, tous les trois, Célian près de la fenêtre, évitant mon regard. Chantal sur le canapé avec l'air d'une hôtesse recevant des invités dans sa propre maison et Manon à ses côtés feuilletant un catalogue de meubles sur une tablette avec une attitude professionnelle. Pauline n'était pas là et cela m'a mis en alerte. Elle restait généralement près de sa mère et ne manquait jamais un moment familial aussi important. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» a demandé Chantal, plus en énonçant un fait qu'en posant une question en posant son téléphone. Nous avons très clairement indiqué par écrit que vous ne deviez pas revenir. J'ai lu la note, ai-je répondu, laissant mon sac à main sur la table et sortant mon porte-document, tout comme vous lirez probablement bientôt ceci. Je ne me suis pas lancée dans des discours accusateurs. Je n'ai pas crié à la trahison ni ne me suis humiliée en expliquant pourquoi j'avais le droit d'être chez moi. Au lieu de cela, j'ai silencieusement placé sur la table devant Chantal la copie certifiée de la déclaration sous serment. Le certificat d'état d'inspection de l'appartement et la lettre de la gestion immobilière confirmant que tout acte d'enregistrement des parts de propriété était suspendu jusqu'à l'achèvement de la révision structurelle du bâtiment. Les trois documents se sont étalés parfaitement et le silence est tombé dans le salon. Ce silence spécial qui se produit lorsque les mots deviennent soudain superflus. Chantal a pris la première feuille, l'a lue et j'ai vu la couleur s'échapper lentement de son visage. « Qu'est-ce que ce bout de papier ?» a-t-elle demandé. Bien que d'après le ton de sa voix, il était clair qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il disait. Cela signifie que cet appartement ne peut être ni vendu ni donné. Le titre ne peut être modifié tant que je ne lève pas personnellement ce blocage, ai-je répondu d'une voix monotone, le même ton que j'utilisais pour expliquer aux clients pourquoi ils ne pouvaient pas lésiner sur les fondations. Et je le lèverai quand je le jugerai bon, et certainement pas sous la menace de notes laissées sur le trottoir. Manon a laissé tomber la tablette, s'est penchée et a arraché le document à sa mère. Ses doigts, pleins de fines bagues, tremblaient légèrement alors qu'elle parcourait les lignes, comme si elle espérait qu'en le lisant une deuxième fois, le texte ne serait plus aussi brutal. « Est-ce seulement légal ?» a-t-elle demandé, me regardant puis le papier, comme si elle s'attendait à ce que je confesse à tout moment que c'était un bluff. Oui, nous avions presque tout prêt pour le mariage. Nous avons une date.
Les invités ont été prévenus. Réalisez-vous que vous ruinez plus qu'une simple question de logement? Je ne ruine pas votre mariage, ai-je répondu. La seule chose qui peut ruiner votre mariage, c'est que votre futur mari découvre ce que vous et votre mère êtes prêtes à faire pour obtenir une pièce de plus. Les documents ne sont pas en cause. Ils ne font que montrer la vérité. Complètement légal, ai-je continué. M'adressant maintenant à Chantal, je suis l'architecte responsable de l'entretien de ce bloc. Ma signature est au dossier de l'immeuble bien avant que votre mère ne décide que cet appartement serait pour vous deux. La fissure dans le mur porteur n'est pas une invention. Elle est réelle. Le fait est que, jusqu'à présent, personne n'a utilisé ce protocole. À quoi il sert? Eh bien, maintenant il s'avère que je vais l'utiliser. Célian, qui était resté silencieux près de la fenêtre jusqu'alors, s'est finalement retourné, et sur son visage, il n'y avait pas de colère, mais l'étonnement d'un homme qui comptait sur une opération propre et indolore, et a découvert que la proie était mieux armée qu'il ne le pensait. « Éléonore, pourquoi faites-vous cela ?» a-t-il commencé à dire, mais sais-tu, incapable de trouver les mots. Je n'allais pas vous laisser à la rue sans vos affaires. Nous serions parvenus à un accord. Vous cherchez un accord depuis 3 mois, ai-je interrompu. Mais pour une raison quelconque, sans m'inclure. Un accord, c'est quand les deux parties parlent, pas quand une partie jette les affaires des autres dans la rue et bloque leur carte de crédit. Chantal, se remettant du choc initial, a tenté de reprendre le contrôle à sa manière en élevant la voix avec arrogance. Avez-vous préparé tout cela exprès pour nous humilier avant le mariage de Manon, a-t-elle crié en se levant du canapé. Vous avez joué la petite Agnelle innocente, la belle-fille timide, et tout ce temps vous complotiez quelque chose dans notre dos. Je n'ai pas comploté votre plan, ai-je répondu calmement. Je me suis juste assuré d'avoir une garantie légale avant d'agir, ce que vous n'avez pas. La différence est que vous avez décidé de le faire secrètement et illégalement, et je le fais en face de vous, et conformément à la loi. À ce moment, la porte d'entrée s'est rouverte, et Pauline est entrée dans le salon. Apparemment, elle avait attendu dehors, écoutant à la porte entr'ouverte. Et à en juger par l'expression déterminée de son visage, ce qu'elle avait entendu lui avait suffi pour prendre une décision finale. « Maman, c'est fini », a-t-elle dit, se tenant à côté de moi et non de sa mère, comme cela aurait été logique selon la hiérarchie familiale. Je vous ai dit que cela ne pouvait pas être fait. Réalisez-vous que si Éléonore n'avait pas couvert ses arrières et était simplement partie hier soir, vous nous auriez tous mis dans une affaire de fraude? La fraude ne se produit pas seulement dans les films. C'est un vrai crime avec des peines de prison. De quel côté êtes-vous? A claqué Manon, se tournant vers sa sœur avec un étonnement sincère. Comme si la simple idée que quelqu'un ne soutiendrait pas son désir de garder l'appartement était impensable. Du côté du bon sens, a répondu Pauline, un bon sens qui, apparemment, a longtemps manqué à cette famille. Chantal a regardé d'une fille à l'autre, et pour la première fois de toute la conversation, quelque chose comme de la perplexité est apparu dans ses yeux. Non pas à cause des documents sur la table, mais parce que sa propre famille se fissurait devant elle et en ma faveur. D'accord, a-t-elle finalement dit, mesurant ses mots comme si elle réévaluait le terrain. Disons que vous avez ce petit papier maintenant, mais ce blocage, si je comprends bien, est temporaire tant que l'inspection dure. Et que se passera-t-il lorsque l'inspection sera terminée et qu'ils répareront votre maudite fissure? La question était bonne, incisive, exactement ce à quoi je m'attendais, et j'ai répondu avec le même calme que tout le reste. L'inspection durera exactement le temps nécessaire pour une évaluation complète et exhaustive de l'état de la propriété, ai-je dit. Et croyez-moi, je connais l'état de cet immeuble mieux que quiconque dans ce bloc. De plus, j'ai de bonnes raisons de croire qu'une inspection plus approfondie révélera des facteurs supplémentaires qui rendront ce statut non pas temporaire, mais quelque chose de beaucoup plus permanent. J'ai délibérément évité de mentionner la fresque sous le papier peint dans la pièce que Manon considérait déjà comme sa chambre. Je n'avais pas encore joué cette carte, et la jouer prématurément signifiait donner à l'ennemi une chance de se préparer. Célian, qui avait tenté de rester en dehors de l'affrontement direct jusqu'alors, a soudainement repris la parole. Et pour la première fois depuis longtemps, sa voix traduisait un véritable étonnement non fin. Et qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? M'a-t-il demandé à voix basse, s'adressant directement à moi et non à sa mère.
Comme si pour la première fois depuis des mois il se souvenait que je n'étais pas seulement un obstacle dans la question du logement mais la personne avec qui il était marié depuis plusieurs années. Nous, ai-je répété, et dans cette question résonnait toute l'amertume des dernières semaines. Notre histoire s'est terminée la nuit où vous avez commencé à discuter de mon expulsion avec votre mère au lieu de me parler. À partir de maintenant, il y aura un divorce, une division des biens et probablement une discussion avec mon avocate concernant une contre-poursuite pour préjudice moral, c'est-à-dire si vous et votre famille ne revenez pas à la raison et n'arrêtez pas cela tout de suite. Chantal, entendant le mot divorce prononcé à voix haute et sans aucune trace de doute, a semblé se réveiller de ses jours temporaires et revenir à l'attaque, mais avec un ton différent, plus prudent, testant le terrain. Éléonore, a-t-elle dit, m'appelant par mon nom pour la première fois de toute la conversation au lieu de me désigner comme « celle-là » ou « elle ». Pourquoi ne nous asseyons-nous pas et ne parlons-nous pas calmement sans papiers impliqués? Après tout, nous sommes de la famille. La famille ne jette pas les affaires d'une personne dans la rue avec un mot qui dit « dégage », ai-je répondu. La famille parle avant de prendre des décisions, pas après. Alors, non, Chantal. Il n'y aura pas de discussion calme sans papier. En ce moment, les papiers sont la seule chose en laquelle j'ai confiance dans cette maison. Chantal a pris le téléphone et a composé un numéro devant moi, comme si elle voulait montrer qu'elle aussi avait des ressources. Mais en entendant ce qui était sûrement un répondeur, elle a raccroché, irritée, et s'est tournée vers moi avec un ton nouveau, presque implorant. « Êtes-vous consciente de ce que vous faites à cette famille ?» a demandé Manon. Elle est une épave nerveuse. Elle se marie dans quelques mois et maintenant vous arrivez avec ça. Je suis consciente que je fais exactement la même chose que vous avez essayé de me faire, seulement avec des méthodes légales, ai-je répondu. La seule différence est que je ne laisse pas de notes sur le pavé. J'ai rassemblé les papiers, les ai mis dans le porte-documents, ne laissant à Chantal que la copie de la déclaration sous serment comme souvenir, comme je l'appelais mentalement, et me suis dirigée vers la porte, accompagnée par le lourd silence d'un salon, 5 minutes plus tôt. La certitude d'une victoire facile et discrète sur la belle-fille agaçante avait régné. À la porte, Pauline m'a rattrapée. « Attendez » a-t-elle dit, baissant la voix. Je ne vous ai pas tout dit là-bas, devant ma mère. Elle était tellement sûre que tout allait fonctionner, pas pour rien. Elle connaît un avocat d'un autre quartier. Il semble qu'il lui ait promis de l'aider à faire une donation avec des dates rétroactives si le plan principal échouait. Je l'ai entendu la semaine dernière, mais je n'étais pas sûre que ce soit sérieux avant de voir vos papiers aujourd'hui. Cette nouvelle ne m'a pas complètement surprise. Je soupçonnais Chantal de ne pas s'arrêter au premier revers. Mais l'entendre à voix haute et de la bouche de sa propre fille fut un coup considérable qui me rappela que la guerre que je pensais avoir presque gagnée cet après-midi-là venait en réalité de commencer. « Merci de m'avoir dit », ai-je répondu. Cela change tout. En descendant dans l'ascenseur, j'ai réalisé qu'à partir de ce moment, les tactiques défensives précédentes, le blocage technique, la déclaration sous serment, les certificats, ne suffisaient plus. Si Chantal avait vraiment un avocat corrompu prêt à antidater des documents, alors bloquer l'opération n'était plus suffisant. Je devais frapper un coup assez fort pour laisser la famille sans issue en dehors de la loi. Je ne suis pas rentrée chez moi, ou plutôt à l'endroit qui était autrefois encore ma résidence. Au lieu de cela, je suis allée dans mon nouvel appartement mansardé où François avait déjà placé les meubles minimaux et allumé le chauffage comme il l'avait promis la veille. La maison m'a accueilli avec l'odeur de peinture fraîche et ce silence honnête que seuls les endroits où personne n'a encore eu le temps de mentir ont. Il s'est avéré que François m'attendait, assis sur le rebord de la fenêtre avec un thermos, sans intention de partir avant de s'assurer que j'allais bien. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé en m'offrant une tasse de café. « L'orage est-il passé ?» Le premier round est à moi, ai-je répondu, m'asseyant à côté de lui sur le rebord qui sentait encore le vernis frais. Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'arrêteront pas. Il semble que ma belle-mère est son propre avocat, prêt à falsifier les dates sur les papiers. François est resté silencieux, ruminant la nouvelle avec la même minutie avec laquelle il inspectait un mur fissuré avant de décider s'il fallait l'étayer ou le démolir. « Alors vous n'avez pas seulement besoin d'un avocat », a-t-il finalement dit. Mais quelqu'un qui comprend ces stratagèmes de fraude documentaire. Je connais quelqu'un,
un détective de la police de Boston à la retraite, Monsieur Moreau, qui travaille maintenant à son compte, examinant les escroqueries immobilières et les affaires louches. Je vais vous donner son numéro. J'ai hoché la tête, sentant l'épuisement des dernières semaines s'estomper un instant, cédant la place à quelque chose comme l'instinct d'un chasseur. Le même sentiment que j'avais au travail quand je découvrais un problème structurel juste à temps pour empêcher l'effondrement de tout le bâtiment. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro que François m'avait donné et j'ai entendu à l'autre bout la voix calme, un peu fatiguée, de quelqu'un habitué à traiter professionnellement les mensonges des autres sans s'énerver. Son nom était Monsieur Moreau. C'était un homme petit et trapu avec des cheveux gris très courts et le regard pénétrant de quelqu'un qui a passé des années à s'entraîner à trouver des fissures là où d'autres ne voient qu'une surface polie. 1 heure plus tard, nous étions assis dans un café près de mon studio, et il a écouté mon histoire attentivement, prenant des notes dans un petit carnet de temps en temps. Forger la date d'une donation n'est pas une tâche facile, a-t-il expliqué quand j'ai eu fini de parler. Généralement, cela est fait avec un avocat sans scrupules qui utilise de vieux formulaires ou falsifie le registre officiel. Si vous connaissez le nom de l'avocat, ou au moins le cabinet, je peux vérifier s'il a des antécédents similaires. Des gens comme ça ne font jamais quelque chose comme ça pour la première fois. Je ne connais pas encore son nom, ai-je avoué. Mais je suppose que je le découvrirai dans les prochains jours grâce à ma belle-sœur, qui semble être de mon côté pour l'instant. Alors je vous conseille de vous dépêcher, a observé Monsieur Moreau en fermant son carnet. Si votre belle-mère a vu que la voie principale est bloquée, elle agira rapidement avant que vous n'ayez le temps de bloquer sa voie de sortie. Des gens comme ça ont toujours un plan B, mais presque jamais un plan C. Si nous coupons la deuxième sortie, elle n'aura d'autre choix que d'accepter la défaite ou de violer la loi de manière flagrante et en plein jour, ce qui serait une infraction pénale directe. Dans une pause entre les appels à Monsieur Moreau, j'ai eu le temps de composer un autre numéro, celui d'une ancienne camarade de collège, Marthe, qui travaillait maintenant comme experte au département de préservation historique de la ville de Boston, et avec qui j'avais coïncidé sur plusieurs projets de réhabilitation en centre-ville. Marthe, une question professionnelle pour toi, ai-je dit, essayant d'avoir l'air routinier, comme si je demandais un conseil de travail. Si dans un appartement privé, sous des couches de papier peint, est découvert un fragment de fresque du XIXe siècle documenté mais jamais officiellement déclaré, quelle est la procédure pour faire reconnaître rétroactivement la valeur historique de la propriété une fois la découverte faite? Cela dépend de la solidité de la documentation, a répondu Marthe après une brève pause. Et au son en arrière-plan, il semblait qu'elle regardait quelque chose sur son bureau. S'il y a un enregistrement photographique et un rapport daté d'un expert certifié, et vous, si je me souviens bien, êtes une experte certifiée, alors une commission peut être demandée pour évaluer le cas en urgence. Si l'avis est favorable, l'espace acquiert le statut de site du patrimoine culturel presque immédiatement. Et tout travail qui pourrait altérer le bien, ce qui inclut les rénovations, la démolition de cloisons, et parfois même les changements de propriété pendant que les mesures de protection sont en place, est paralysé jusqu'à ce que la commission décide. Je l'ai écouté, sentant un plan clair, presque architectural, prendre forme dans ma tête. Un plan qu'il était encore trop tôt pour m'avouer à voix haute. Merci, Marthe, ai-je dit. Je pourrais t'envoyer des photos très intéressantes bientôt. À tout moment, a-t-elle ri. Tu apportes toujours les cas les plus étranges. Les jours suivants passèrent dans une collecte de données fébrile mais méthodique. Pauline m'écrivait presque tous les soirs pour me transmettre des extraits de conversations qu'elle entendait à la maison. Chantal avait en effet passé plusieurs appels téléphoniques, s'adressant à son interlocuteur formellement et avec beaucoup de respect, chose très rare pour elle lorsqu'elle parlait à des connaissances. Une de ces nuits, Pauline a soudainement avoué qu'en dehors de tout cela, elle avait commencé à chercher une chambre à louer dans le quartier d'Holston. « Je veux quitter la maison de ma mère dès que ce bazar sera terminé », a-t-elle écrit. Et ce n'est pas de votre faute, pour information. C'est juste que j'ai réalisé que tant que je vivrai sous son toit, je serai l'éternelle petite main pour ses caprices au lieu de vivre ma propre vie. Votre histoire m'a comme réveillée, ai-je répondu brièvement, mais sincèrement. Je suis très heureuse pour vous. Vous méritez d'avoir une porte que vous n'ouvrez qu'à qui vous voulez. Manon, elle, fluctuait apparemment entre la perplexité et l'irritation. Son fiancé, Hugo,
avait appris le scandale par des amis communs et avait commencé à poser des questions embarrassantes sur l'origine exacte de cet appartement pour eux deux. Et selon Pauline, pour la première fois depuis leur fiançailles, le jeune homme n'avait pas l'air éperdu d'amour, mais franchement inquiet. Le lendemain matin, malgré la tempête dans ma vie personnelle, j'ai décidé de me rendre sur le chantier. Le manoir attendait ma décision concernant les fondations et le travail, étrangement, s'est avéré être le meilleur remède contre l'anxiété de l'insomnie. Le chef de chantier, voyant mes cernes, m'a demandé si tout allait bien, et je lui ai simplement dit que j'avais mal dormi sans entrer dans les détails de la guerre familiale menée en parallèle de la construction. Debout sur l'échafaudage, regardant les fondations renforcées de la veille, je me suis surprise à penser que ma propre vie traversait maintenant cette même phase. La vieille fondation pourrie de ma relation ne pouvait plus supporter le poids. Et la question n'était pas de savoir si la structure s'effondrerait, mais si j'aurais le temps de placer de nouveaux piliers sous moi avant que tout ne s'écroule sur moi. Célian m'a envoyé plusieurs messages courts et décousus, mélangeant des excuses avec des tentatives de parvenir à un accord officieux sans avocat, mais je n'ai répondu à aucun d'eux, me limitant à un bref, pour toute chose, parler à mes avocats. Je savais que toute conversation en dehors des canaux légaux serait utilisée contre moi pour dire que nous l'avions déjà réglé en famille. La chose la plus inattendue fut l'appel d'Hugo, le fiancé de Manon, avec qui j'avais à peine échangé 2 phrases polies lors des déjeuners du dimanche. Sa voix semblait tendue, comme s'il lui avait fallu beaucoup de temps pour se décider à composer mon numéro. « Désolé de vous appeler directement », a-t-il commencé. « Pauline m'a donné votre numéro. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Manon me dit une chose. Sa mère m'en dit une autre, et je n'ai rien de vous. » Je lui ai résumé la situation sans émotion et sans donner de détails sur la fresque. J'ai expliqué que nous avions acheté et rénové l'appartement ensemble, que la tentative de changer le titre derrière mon dos n'était pas un malentendu familial, mais une tentative de détournement, et que j'avais les papiers pour le prouver. « Je comprends maintenant », a-t-il dit après un long silence. Le problème, c'est que je pensais épouser une personne, pas une famille qui s'organise pour voler des choses. Merci d'être si honnête. Il ne m'a pas dit qu'il allait annuler le mariage, mais à son ton, il était clair que cette question le préoccupait maintenant beaucoup plus que le choix de la couleur du papier peint, et que pour la première fois depuis longtemps. Quelqu'un dans l'entourage de Chantal commençait à douter de sa version des faits, et le faisait de son propre chef, non pas parce que je l'avais poussé. Parmi tous les messages, il y en avait un auquel j'ai presque répondu. Un bref de Célian, vous souvenez-vous quand nous avons choisi ces rideaux ensemble avant tout cela? Pendant un instant, quelque chose a tremblé en moi. Le souvenir chaleureux, presque oublié, de l'homme que j'avais épousé, non pas par intérêt, mais par amour, m'a assailli. J'ai lu le message 2 fois. J'ai laissé mon doigt planer au-dessus de l'écran. Mais ensuite, je me suis souvenu du mot sur le trottoir et de la carte de crédit bloquée. J'ai mis le téléphone de côté et je n'ai pas répondu. La nostalgie n'est pas une excuse quand le toit au-dessus de votre tête est en jeu. Le 4e jour, Monsieur Moreau m'a appelé lui-même, et au ton de sa voix, j'ai tout de suite su qu'il avait des nouvelles importantes. Je l'ai trouvé, a-t-il lancé. L'avocat dont votre belle-sœur vous a donné le nom a en effet été impliqué dans 2 affaires très similaires ces dernières années. Les 2 fois, l'affaire n'a abouti à rien. Mais comme on dit, quelque chose reste, et le barreau l'a dans son collimateur. Si votre belle-mère essaie de faire un coup de force avec lui, nous aurons des motifs suffisants pour exiger un audit formel du barreau. Et de plus, un audit demandé par moi en tant que consultant indépendant, ce qui écartera tout soupçon de votre part que ce soit une vengeance personnelle. Alors nous attendons, ai-je dit, sentant à nouveau ce calme froid et proactif m'envahir. Nous attendons et nous nous préparons, m'a-t-il corrigé. L'attente passive ne vous convient pas. Vu ce que vous avez déjà réussi à faire, je propose que nous rédigions la plainte à l'avance afin que dès qu'ils feront un mouvement, nous ayons déjà la contre-attaque prête au lieu de perdre du temps à réfléchir justement quand nous n'en avons pas. Que proposez-vous spécifiquement? Ai-je demandé. La première chose demain matin, j'enregistrerai une enquête formelle auprès du barreau demandant que cet avocat en particulier soit examiné pour d'éventuelles irrégularités dans ses dossiers de l'année dernière.
Il a dit que cela prendra un certain temps, mais le simple fait qu'une enquête officielle ait été ouverte est généralement suffisant pour calmer les ardeurs des plus audacieux lorsque l'avocat l'apprend. Peu sont prêts à risquer leur licence pour une seule opération. Pendant ce temps, vous devriez soumettre la demande de faire évaluer cette fresque dont vous m'avez parlé en urgence. Si ce que vous dites est confirmé, cela donnera à votre maison un bouclier supplémentaire beaucoup plus puissant, un mur contre lequel tout avocat, aussi véreux soit-il, se heurtera. J'ai souri involontairement, entendant comment deux professionnels qui ne se connaissaient pas, un détective à la retraite et une vieille amie de la préservation historique, me conseillaient séparément de faire exactement la même chose, attaquer les fondations du plan. Cette nuit-là, je suis retourné dans mon nouvel appartement mansardé avec la certitude que j'étais sur le point d'affronter quelque chose de bien plus grand qu'une simple dispute familiale pour la superficie. Ce qui s'annonçait était un déraillement dans lequel non seulement un appartement était en jeu, mais la réputation, la liberté et peut-être même l'avenir de plusieurs personnes, y compris celles comme Pauline, qui avait pris mon parti, non par intérêt personnel, mais par décence. La nuit, j'ai reçu un appel de Pauline. Il était très tard, presque minuit. Sa voix tremblait. « Demain, ma mère va voir cet avocat », a-t-elle dit dans un murmure, comme si elle avait peur d'être entendue. Même à travers la porte fermée de sa chambre, je l'ai entendue prendre rendez-vous au téléphone. Elle veut se dépêcher avant que vous ne puissiez déposer d'autres recours légaux. J'ai fermé les yeux, sentant tout en moi se contracter en un nœud de pure détermination. Merci pour l'avertissement, ai-je répondu. Maintenant, j'ai juste une nuit pour me préparer à fond pour demain. J'avais à peine raccroché que quelqu'un frappa timidement à la porte. Ce n'était pas François, qui à cette heure-là était déjà descendu à l'entrée pour ranger ses outils. C'était Célian. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé ma nouvelle adresse, bien que je ne l'ai donnée à personne de sa famille. Il se tenait sur le seuil, ébouriffé, sans manteau, comme s'il avait quitté la maison en grande hâte, et il n'avait pas l'air de vouloir se battre, mais plutôt d'être perdu. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé sans faire un mouvement pour le laisser entrer. Pauline m'a dit, a-t-il avoué, regardant par-dessus mon épaule dans l'appartement et reconnaissant probablement certains meubles que j'avais achetés pour notre chambre et apportés ici. Dernièrement, elle a dit beaucoup de choses que je n'attendais pas d'elle. Dernièrement, elle a utilisé sa propre tête pour réfléchir, les yeux coupés. « Que veux-tu, Célian ? Je suis épuisée, et j'ai une journée compliquée devant moi demain. Je veux savoir s'il y a un espoir pour nous, a-t-il dit à voix basse. Pas pour ma mère ou pour Manon. Pour nous. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je ne t'ai pas défendu quand j'aurais dû, mais je te considère toujours comme ma femme, pas comme la partie adverse dans un procès. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais autrefois aimé, qui se tenait maintenant à la porte d'un appartement qui n'était pas le sien, espérant un pardon que je n'étais pas prête à donner. Ni maintenant, ni peut-être jamais. Tu as eu ta chance il y a 3 mois quand tu as décidé de négocier mon expulsion avec ta mère au lieu de me parler, ai-je dit. À ce stade, il est trop tard pour demander des chances, Célian. À ce stade, ce que tu dois te demander, c'est si tu es prêt à au moins ne pas me gêner pendant que je défends ce qui est légalement à moi. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant le sol, puis il a hoché légèrement la tête, comme s'il acceptait une sentence qu'il s'attendait à entendre depuis longtemps, mais qu'il priait encore de ne pas être prononcée. D'accord, a-t-il dit. Je ne te dérangerai pas. Je le jure. Je ne l'ai pas cru complètement. Les promesses dans cette famille, comme je l'avais bien appris, ne valaient presque rien. Mais j'ai fermé la porte un peu plus doucement que je n'avais eu l'intention de le faire une minute auparavant et je suis retourné à mes préparatifs pour le lendemain. Après la discussion avec Pauline, alors que j'étais assise avec mon ordinateur portable sur le rebord de la fenêtre de ma nouvelle maison, révisant avec Monsieur Moreau au téléphone la liste des choses à vérifier avant l'aube, j'ai reçu un appel de Chantal elle-même. Pour la première fois de la nuit, elle a utilisé un ton dans lequel il n'y avait aucune trace de la fausse gentillesse qu'elle prodiguait lors de ce déjeuner du dimanche. « Vous vous croyez si intelligente ?» a-t-elle lâché, la voix tremblante de fureur contenue. Savez-vous ce qui arrive aux gens qui mettent leur nez là où ils n'ont pas leur place et détruisent les familles des autres par pur égo ? Je ne détruis pas la famille, Chantal, ai-je répondu avec un calme complet.
Vous avez tous détruit la famille le jour où vous avez décidé de jeter quelqu'un à la rue et de bloquer ses cartes pour qu'il ne puisse même pas acheter de nourriture avec son propre argent. J'ai juste mis les papiers en ordre. Demain, vous allez regretter de ne pas avoir accepté de discuter gentiment, a-t-elle marmonné entre ses dents et a raccroché brusquement sans attendre de réponse. J'ai regardé l'écran sombre du téléphone, puis François qui était toujours assis sur le rebord de la fenêtre opposée avec un visage impassible après avoir entendu ma part de la conversation. Cet homme avait vu de nombreux murs s'effondrer. Je pense que demain va être une journée intéressante, ai-je commenté. Eh bien, il faudra serrer les boulons de l'échafaudage avant de commencer à démolir les murs, a-t-il répondu. Je ne savais pas avec certitude ce que Chantal tramait exactement pour le lendemain, qu'il s'agisse d'aller voir l'avocat corrompu, de faire pression par Célian, ou d'essayer quelque chose d'encore plus désespéré. Mais pour la première fois depuis très longtemps, l'inconnu ne m'effrayait plus. Je savais que quoi qu'il arrive, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour encaisser le coup, armé jusqu'aux dents, des documents, des alliés, et surtout, la conviction inébranlable que je n'allais plus laisser personne d'autre décider pour moi où vivre et quoi faire de ma vie. Le matin de ce jour, dont Pauline m'avait averti, commença bien avant l'aube. Je me suis réveillée sans réveil aux premières heures avec cette sensation caractéristique d'être pleinement concentrée. La même qu'un restaurateur ressent avant de démanteler une structure qu'il sait dangereuse, mais qu'il a étudiée minutieusement. C'est effrayant, mais vous savez exactement par quel coin commencer. Les lampadaires étaient encore allumés, et au loin, j'entendais le bruit d'un balayeur traînant son balai sur le pavé mouillé. Les bruits normaux et ordinaires d'un Boston qui n'avait aucune idée que le destin de plusieurs personnes était sur le point d'être décidé. Monsieur Moreau m'a appelé à 8 heures du matin avant même que j'aie eu le temps de finir mon café. La lettre au barreau est partie hier soir et a un numéro d'enregistrement. J'envoie une copie à votre email, a-t-il dit d'un ton strictement professionnel sans trahir aucune émotion. Normalement, le barreau ne se presse pas, mais dans le cas de cet avocat en particulier, si je ne me trompe pas sur son dossier, il est du genre à préférer ne pas prendre de risques dès qu'il remarque le moindre bruit. Il est très probable qu'en recevant la notification qu'une enquête est ouverte, il se retirera de l'accord louche sans même attendre le verdict officiel. Et s'il ne se retire pas ? Ai-je demandé. Dans ce cas, la vente ne passerait de toute façon pas le filtre du registre car votre statut d'inspection est toujours pleinement en vigueur, a-t-il répondu. Au maximum, ce qu'ils réussiront, c'est à mettre cet avocat en difficulté pour tentative de fraude avec votre belle-mère au lieu de vous. Ensuite, Maître Dubois a appelé. Brève et directe comme toujours. La déclaration sous serment de non-consentement que nous avons traitée il y a un mois est toujours active, m'a-t-elle rappelé. S'ils essaient de glisser un acte de quelque nature que ce soit en vous contournant aujourd'hui, j'ai déjà tous les papiers prêts pour déposer un recours d'urgence. Gardez votre téléphone à portée de main. Je l'ai remercié et après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'au cours du dernier mois, j'avais réussi à tisser autour de moi un réseau de personnes prêtes à agir rapidement et en coordination. Quelque chose de complètement différent de la vie fermée et solitaire que j'avais menée ces dernières années aux côtés de Célian et de sa famille. Ce même matin, Marthe m'a envoyé un très bref message. La commission des monuments historiques était prête à effectuer l'inspection sur place de la découverte dès cet après-midi, à condition que je leur fournisse l'accès à l'appartement. Une vitesse incroyable qui était due, comme elle l'a avoué, à un trou dans son emploi du temps, et à une énorme curiosité de voir en personne la découverte de ses collègues. Je devais décider si je devais me rendre moi-même à l'appartement, où Célian vivait théoriquement toujours, pour ouvrir la porte à la commission, ou si je devais confier cela à François, qui s'est avéré avoir un double des clés depuis qu'il y avait effectué l'installation électrique. J'ai choisi la dernière option, non pas parce que j'avais peur de rencontrer mes beaux-parents, mais parce que je comprenais que moins je mettais les pieds dans la maison avant la fin de l'inspection, moins Chantal aurait d'excuses pour m'accuser de truquer les résultats. François a accepté sans hésiter, et à l'heure du déjeuner, il m'avait déjà envoyé un très court message avec une photo. La commission, composée de 3 personnes en gants de protection, retirait soigneusement la couche superficielle de papier peint du mur de la pièce d'angle, révélant le fragment de fresque dans son intégralité. Désormais, non seulement le motif décoratif était visible, mais aussi une partie d'une composition narrative qui semblait représenter une scène allégorique typique des demeures de la haute société de Boston de cette époque.
Pendant ce temps, de l'autre côté de Boston, une histoire se déroulait que j'ai apprise par fragments, et seulement la nuit. D'abord de Pauline, puis de Monsieur Moreau lui-même. Chantal, comme prévu, s'est présentée au bureau de ce célèbre avocat vers midi, portant quelques papiers qu'elle avait déjà préparés, et comptant apparemment formaliser rapidement et discrètement la fameuse donation avec une date falsifiée. Mais l'avocat, effrayé par l'avis qu'il avait reçu ce matin-là du barreau, l'alertant d'une enquête, a catégoriquement refusé de faire affaire avec elle. Il s'est excusé en disant qu'il y avait un problème technique dans le système en ligne du registre. La plus vieille excuse des gens qui prennent peur et décident que le risque de se remplir les poches n'en vaut pas la peine. Elle est partie de là enragée, me dira Pauline plus tard. Pauline, que sa mère avait involontairement traînée pour un soutien moral. Elle a commencé à crier au milieu du couloir que tout le monde était lâche et traître et que les gens tenaient leur parole. L'avocat a dû appeler la sécurité pour la faire partir. « Et qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps ?» ai-je demandé. « Je suis restée adossée au mur sans ouvrir la bouche », a avoué Pauline. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une véritable gêne par procuration. Je veux dire, une honte profonde. Elle a commencé à crier devant des gens qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, comme s'ils lui devaient quelque chose. Voyant qu'elle ne pouvait atteindre son objectif ni légalement ni pseudo-légalement, Chantal a décidé, à en juger par ce qui s'est passé ensuite, de prendre une mesure beaucoup plus désespérée et dangereuse pour elle-même. Tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel du commissariat de police du district me demandant de venir faire une déclaration. Il s'avère que ma belle-mère avait déposé une plainte alléguant que j'étais entrée illégalement dans son appartement en son absence et que j'avais en outre causé des dommages à la propriété. Parmi les dommages, elle a mentionné un dessin suspect sur le mur que, selon elle, j'avais moi-même peint pour tromper les inspecteurs de la communauté. Avant de me rendre au poste, j'ai appelé François. Non pas parce que j'avais peur d'y aller seule, mais parce que je voulais que quelqu'un qui connaissait l'histoire depuis le début soit au courant de l'endroit exact où j'allais. « Je viens avec vous », a-t-il dit sans une once d'hésitation en entendant de quoi il s'agissait. Qui sait ce que cette femme va encore inventer? Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé à dire. Mais il avait déjà raccroché, me disant qu'il serait à la porte du poste dans 20 minutes. Quand l'officier de service m'a lu les accusations, j'ai failli éclater de rire. C'était si ridicule que c'était surréaliste, même au sein de toute cette farce que je vivais. Mais je me suis immédiatement ressaisie, comprenant que l'absurdité de la plainte ne me sauverait pas d'un gros mal de tête si je ne réagissais pas à temps et de la bonne manière. L'officier, un jeune homme aux yeux fatigués d'avoir vu trop de disputes domestiques pendant son service, ne m'a pas lu la plainte entière à voix haute, car c'était un texte confus rempli d'insultes à mon égard et pratiquement dépourvu de faits concrets. Sauf l'accusation d'intrusion et de dommage à la propriété sous la forme d'un dessin suspect sur le mur. J'ai toute la documentation qui prouve la légalité de mon entrée dans la propriété, car je suis répertoriée comme l'experte technique en charge de l'entretien de l'immeuble, ai-je dit à l'officier, sortant la pile de papier maintenant familière de mon porte-documents. Et quant à ce fragment de fresque, il date de plus d'1 siècle, bien avant ma naissance. Même si je voulais peindre quelque chose comme ça en une seule nuit, je serais incapable de le faire, quelle que soit ma formation technique ou artistique. L'officier a examiné les documents et s'est arrêté sur le certificat que Marthe avait délivré, datant la découverte de la fresque. Et pour la première fois depuis notre entrée, une expression de respect est apparue sur son visage pour la méticulosité avec laquelle je m'étais préparée à une visite que je n'avais ni provoquée ni désirée. Il a noté ma déclaration, a demandé les coordonnées de François et Marthe pour les appeler comme témoins. Et soudain, alors qu'il continuait de jeter un coup d'œil à la plainte déposée par Chantal, il a prononcé une phrase qui a fini par être le premier maillon de la chaîne qui allait définitivement détruire les plans de ma belle-mère. « Écoutez », a-t-il dit. « Il y a un autre épisode ici que je crains que nous devions enquêter séparément. » La plaignante fait référence à une tentative de traitement d'un contrat de donation avec un avocat privé, ou pour une raison étrange, décrit en détail ce qui était censé se trouver dans ce document. Malgré le fait que l'opération n'ait jamais été formellement effectuée et cela, je ne sais pas si vous me comprenez, cela fait réfléchir. Cela sent le fait qu'elle avait une connaissance préalable du contenu d'un document qui n'était censément pas signé. Sans s'en rendre compte, Chantal avait,
avec sa propre plainte, fournit la preuve du fonctionnement interne d'un faux contrat qui, bien que contrecarré, avait été préparé au millimètre. Et cette confession involontaire, née du désir de me couler à tout prix, fut la pièce maîtresse qui permit à cet officier de police, et plus tard au juge d'instruction en charge de la plainte de M. Moreau, de décider d'unifier les deux affaires en une enquête beaucoup plus sérieuse pour tentative de fraude immobilière présumée. 2 jours plus tard, Chantal et moi avons été convoqués au commissariat pour une confrontation. C'est une procédure très inhabituelle, comme M. Moreau me l'a expliqué, mais légalement admissible lorsque les enquêteurs doivent confronter des témoignages contradictoires en présence des deux parties. La salle d'interrogatoire s'est avérée petite, sans fenêtre, et avec une table plutôt bancale au milieu, un cadre beaucoup moins glorieux que ce à quoi on pourrait s'attendre pour le dénouement d'un conflit de plusieurs mois. Chantal avait l'air terrible. Elle était émaciée, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Elle ne portait plus ses énormes bagues en or. Sa blouse était froissée, et elle n'avait rien de l'air arrogant d'une dame donnant des ordres. Lorsque je suis entré dans la pièce, elle m'a lancé un regard rapide et venimeux, mais n'a pas ouvert la bouche. Il était clair que quelqu'un l'avait déjà conseillé de se taire jusqu'à ce que l'interrogatoire formel commence. L'inspecteur, un homme calme d'âge moyen avec une expression de fatigue chronique, a placé les 2 plaintes sur la table, la mienne et la sienne, et a demandé à chacune de nous de présenter sa version des faits. Je suis allé droit au but et me suis limité exclusivement à la documentation officielle, le rapport d'inspection technique, la lettre de l'avocate confirmant la légalité de mes actions, le rapport d'expert sur la découverte de la fresque, et le témoignage de François et Marthe. 0 émotion, pas un seul reproche inutile. J'ai présenté les faits avec la même froideur avec laquelle je présente les plans techniques à des clients sur un chantier. Chantal a commencé en essayant son style habituel, me lançant des accusations, me traitant d'ingrate et de tordue, mais l'officier l'a coupée en quelques secondes, la ramenant au cœur du problème. « Madame Miller, je me fiche de qui est reconnaissant envers qui », a-t-il dit d'une voix de pierre. « Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment diable vous connaissiez tout le contenu d'un document qui, selon vos propres mots, n'a jamais été signé. Voudriez-vous avoir l'amabilité de clarifier ce point ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle essayé de se dérober, mais l'officier lui a glissé sous le nez une copie imprimée de sa propre plainte où, quelques paragraphes plus bas, apparaissaient toutes les conditions détaillées de la donation manquée. Juste ici, a-t-il indiqué en tapotant la page de son doigt. Ce texte est rédigé presque mot pour mot avec les formules légales que les avocats utilisent généralement pour les actes de donation. Un citoyen ordinaire qui n'a jamais vu un tel document n'aurait pas pu inventer cette tirade par pur hasard. Ma belle-mère s'est tue. Évidemment, elle ne s'attendait pas à une question aussi directe. Et détournant le regard vers le côté de la pièce, elle a donné une réponse qui allait finalement devenir la preuve la plus accablante de toutes. Et le meilleur, c'est qu'elle venait de sa propre bouche, pas de la mienne. L'avocat m'a montré un brouillon du papier à l'avance pour que je puisse y jeter un coup d'œil avant de signer, a-t-elle murmuré, sans être pleinement consciente de l'effet dévastateur que cette confession aurait. C'est la procédure habituelle, n'est-ce pas ? Procédure habituelle, hein, a acquiescé l'officier. Eh bien, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un document qui, selon la loi, ne peut être rédigé qu'au moment où la volonté volontaire du propriétaire est exprimée en présence des parties concernées. Ce papier n'aurait pas dû être négocié en secret et sans votre présence avec un tiers intéressé à acquérir la propriété. Cela, Madame Miller, dans mon métier, s'appelle une conspiration préalable. Le silence a rempli la pièce. Le même silence de plomb que j'avais provoqué quelques jours auparavant en jetant les papiers sur la table du salon. Seulement cette fois, le silence était tombé sans que je ne lève le petit doigt, comme si cette maison que j'avais minutieusement essayé de consolider depuis les fondations avec une immense patience s'était effondrée toute seule sur la tête de ceux qui avaient l'intention de la démolir illégalement. Chantal a essayé de trouver une excuse, mais l'officier, après avoir terminé de remplir le rapport, l'a informé que la procédure serait transmise aux tribunaux compétents et qu'elle ferait mieux de chercher un bon avocat pénaliste pour la prochaine convocation. Elle a quitté le poste sans daigner me regarder. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, elle était sans voix. Dehors, dans la rue, François m'attendait. Il était venu beaucoup plus tôt,
comme s'il sentait que j'aurais besoin de compagnie après un tel interrogatoire. Alors, comment ça s'est passé, a-t-il demandé, me tendant la tasse de son thermos de café. Exactement comme la première nuit où nous nous sommes rencontrés dans mon nouvel appartement mansardé. Elle s'est pendue, ai-je répondu en m'écroulant sur le banc à côté de lui. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit de déplacé. Elle a fait le sale boulot toute seule. Parfois, le clou le plus solide est celui que l'ennemi s'enfonce sans même le remarquer, a noté François. Et pour la première fois depuis des semaines, sa voix sonnait fière de moi. Et, a-t-il ajouté, prenant une gorgée de café. J'ai une proposition pour vous qui n'a rien à voir avec ce feuilleton. Il y a un client qui a un œil sur un manoir près de la Charles River. Il veut le restaurer correctement, ne pas en faire un autre centre d'affaires impersonnel. Je me demandais si je connaissais un architecte doué pour les bâtiments historiques pour faire un travail de qualité respectueux, pas le travail bâclé typique pour passer le processus. Vous avez pensé à moi? Ai-je demandé, sentant cette excitation strictement professionnelle que j'avais complètement mise de côté se réveiller en moi. Eh bien, à qui d'autre aurais-je pensé, a répondu François en haussant les épaules. Il est temps que vous arrêtiez de nettoyer les ruines familiales. Il est temps que vous vous remettiez à travailler sur ce qui compte vraiment. J'ai ri. Je n'avais pas ri comme ça depuis des semaines. Un vrai rire sans trace d'amertume dans ma voix. Et je lui ai promis de lui donner une réponse ferme la semaine prochaine dès que j'aurai fini de régler les papiers du divorce. Les semaines suivantes se sont déroulées avec beaucoup plus de calme. Bien que les répliques de ce jour-là mettraient du temps à s'éteindre complètement, la commission des monuments historiques de Boston a finalement officiellement déclaré ce fragment de fresque un bien culturel protégé, et l'appartement. La pomme de discorde pour laquelle une bataille si féroce avait été menée, a acquis le plus haut degré de protection. Cela a paralysé et rendu définitivement impossible toute option de construction, de démolition de cloisons ou de vente à des tiers sans une licence express, qui était également soumise à l'exécution complète de travaux de restauration très exhaustifs. Des travaux pour lesquels ni Célian ni sa mère n'avaient les fonds, ni aucune perspective de les obtenir à court terme. Un jour, après que les procédures bureaucratiques de protection de la propriété aient été achevées, Marthe m'a personnellement invité à voir à quoi ressemblait la fresque après que les spécialistes de son département aient soigneusement retiré les couches superposées de vieilles peintures. À ce moment-là, Célian avait déjà déménagé chez sa mère, laissant l'appartement complètement vide, en attendant que les tribunaux résolvent son avenir juridique. Je suis entrée à nouveau dans la célèbre pièce d'angle pour la première fois depuis de nombreux mois, mais cette fois non pas comme une partie impliquée dans un drame domestique, mais comme une professionnelle de l'architecture autorisée à admirer la récupération finale d'un trésor trouvé par pur hasard. La fresque s'est avérée avoir encore plus d'intérêt historique et artistique que je ne l'avais cru d'après le test initial. C'était un riche dessin plein de guirlandes botaniques et présentant la silhouette d'une femme, à moitié floue mais parfaitement identifiable avec ses bras levés vers le ciel comme si elle soutenait toute la voûte sur ses épaules. Magnifique, n'est-ce pas, a commenté Marthe à côté de moi, admirant le travail de son équipe. Parfois, les plus grands trésors d'une maison sont cachés dans des endroits où personne ne penserait à creuser un peu plus profondément. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en entendant le naturel de cette phrase car c'était en fait exactement le même concept appliqué aux êtres humains au lieu du béton et des briques qui m'avait traversé l'esprit tout ce temps. L'appartement que Chantal avait essayé de s'approprier bec et ongle pour le donner à sa fille préférée s'est retrouvé entre aucune de leurs mains. Il était soudain devenu une propriété ruineuse qui exigeait des soins techniques et un énorme budget. Pas une tirelire facile à vider en 2 jours. Une sorte d'ironie amère mais parfaite du destin pour une famille qui avait passé toute sa vie à croire qu'elle avait le droit de voler ce qui appartenait aux autres sans demander la permission. Au sein du département de préservation, l'affaire de la fresque avait provoqué un léger mais très perceptible remue-ménage dans le circuit architectural. Marthe m'a fait savoir que mon nom figurait dans le rapport officiel en tant qu'experte qui avait daté la découverte initiale il y a des années. En fait, le chef du département a explicitement fait référence à mon travail d'expert lors d'une conférence organisée par la Boston Society of Architects, l'utilisant comme exemple de rigueur professionnelle lors d'interventions sur des bâtiments classés. J'ai reçu une invitation formelle à donner une brève conférence lors d'un congrès local présentant le cas. Et après une longue période de suffocation,
j'ai eu la nette sensation de reprendre enfin le contrôle de ma vie et de cesser d'être un dommage collatéral dans la guerre civile de la famille de mon ex-mari. La présentation s'est bien passée. J'ai montré une série de diapositives avec l'avant et l'après du nettoyage de la fresque, commenté les détails techniques sur les pigments de l'époque, la datation du support, et répondu à quelques questions du public sans aucun problème. Ce n'est qu'à la fin de la conférence qu'un monsieur assis au fond de l'auditorium a levé la main pour me demander ce que l'on ressentait à découvrir une telle trouvaille d'une importance historique et économique aussi considérable au plafond de sa propre maison. J'ai hésité un instant sur l'estrade. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée d'y introduire l'histoire de ma belle-mère. Les découvertes les plus impressionnantes n'apparaissent pas là où l'on s'est consciencieusement mis à chercher, ai-je finalement répondu. Elles apparaissent lorsque l'on décide de décoller l'ancien papier peint à l'avance pour voir ce qui se cache en dessous. Le public a laissé échapper un rire très poli, pensant qu'il s'agissait d'une boutade typique de designer d'intérieur. Pas une seule âme dans cette pièce n'a réalisé que je faisais également référence à d'autres choses beaucoup plus dangereuses que des murs. Les procédures préliminaires ouvertes au tribunal d'instruction contre Chantal et cet avocat corrompu ont abouti à une ordonnance de procès. Ils ont été poursuivis pour tentative de fraude immobilière par falsification de documents publics et risquaient une peine de prison. Bien que, comme M. Moreau me l'a informé lors d'une de nos conversations, la fraude n'ayant jamais été pleinement matérialisée sur le papier officiel, l'issue la plus probable était que le juge se contente d'une peine d'1 an avec sursis et d'une lourde amende. La nouvelle ne m'a ni plu ni attristé. Je ne cherchais pas une vengeance personnelle. Je cherchais à rétablir la raison légale, et il semblait que la justice suivait enfin son cours naturel sans que j'aie besoin de continuer à tirer les ficelles du résultat final. Un mois après le prononcé du verdict de première instance, M. Moreau a appelé pour me donner des nouvelles. Chantal a été condamnée à 1 an et 1 jour de prison évitable, à payer les frais et une lourde amende. Le barreau a suspendu la licence de l'avocat et a ouvert une autre procédure distincte contre lui devant les tribunaux pour malversation. Je n'appelle généralement pas mes clients lorsque les affaires sont terminées, m'a dit l'ancien policier. Mais la vôtre était l'une de ces rares affaires dans ma carrière où les pièces s'assemblent pour rendre une justice limpide. D'habitude, les procès se terminent tous par des compromis bancals. Je vous suis très reconnaissante pour vos conseils, ai-je répondu. Si vous n'aviez pas demandé le rapport préventif au registre, il est très possible que cela nous ait échappé et que l'effet boule de neige n'ait pas commencé à rouler. Vous auriez gagné le combat sans moi de toute façon, a conclu l'enquêteur. Peut-être cela aurait-il pris quelques mois de plus. C'est tout. Vous avez un don rare devant les tribunaux. Quand il y a des problèmes, vous prenez le taureau par les cornes au lieu de rester assise à attendre que quelqu'un arrange le désordre pour vous. Mon processus de divorce avec Célian a été un éclair. Contrairement à mes craintes, il a catégoriquement refusé de s'engager dans un litige pour me disputer la division des biens et a apposé sa signature sur le premier projet d'accord de règlement rédigé par mon avocate. Il a accepté de me verser une compensation pour la part proportionnelle de toutes les dépenses de rénovation que j'avais engagées dans l'appartement, a validé ma propriété légale de la moitié d'une maison que la ville de Boston considérait désormais intouchable. Et a explicitement renoncé à toute réclamation sur mon petit appartement mansardé privé. Mon avocate, Maître Garnier, une femme très petite et très nerveuse qui avait manifestement traité d'innombrables divorces transformés en champ de bataille, n'a pas caché son étonnement devant la facilité avec laquelle nous avions réglé l'affaire. Lorsque nous rencontrons une histoire aussi laide, le mari s'accroche généralement à n'importe quelle paille pour éviter de jeter l'éponge ou de passer pour le grand perdant, a-t-elle noté en jetant un dernier coup d'œil aux annexes de l'accord. Je suppose que mon ex-partenaire n'a plus la force de continuer à se battre et a clairement vu qu'à ce stade, il ne restait absolument rien qui vaille la peine de litige, ai-je dit en signant en marge de la dernière page. Lors de l'audience finale, qui a eu lieu au bureau de mon avocate pour tout officialiser devant un notaire, je l'ai vu. Il avait des cernes sous les yeux, mais son attitude était sereine. Celle de quelqu'un qui avait enfin accepté intérieurement qu'une étape de sa vie était à jamais terminée et qui avait fini par sombrer exactement de la manière dont il avait lui-même, sans s'en rendre compte, insisté pour la concevoir. « Avez-vous vraiment tout monté depuis le début ?» m'a-t-il demandé en passant alors qu'il signait la dernière feuille. « Je ne pensais pas que vous étiez capable de réaliser quelque chose de ce calibre. »
Il y a 1000 choses dans mon caractère que vous avez toujours ignorées du début à la fin, ai-je dit en rangeant ma copie. Et c'est probablement la raison pour laquelle notre relation est allée droit à la ruine. Nous ne nous sommes plus jamais appelés après le jour du divorce. Ce n'est pas que nous avions convenu de ne pas le faire. C'est qu'en réalité, nous n'avions plus une seule raison qui nous obligeait à partager ne serait-ce qu'un demi-mot. Il y a eu des moments où, étonnamment, je me suis retrouvée à me demander comment allait sa vie et comment il avait digéré toute la débâcle familiale avec sa mère. S'était-il enfin débarrassé du remords après cette conversation dans la cuisine où il s'était lavé les mains au lieu de me défendre ? Mais je n'ai pas cherché à recueillir d'informations, ni ne voulais connaître les réponses. Et j'ai préféré fermer ce chapitre pour toujours. C'est comme quand on verrouille une porte et que l'on sait pertinemment que l'on n'a jamais l'intention d'y jeter un coup d'œil à nouveau. Finalement, Manon n'a jamais atteint l'hôtel à la date prévue. Hugo a officiellement rompu les fiançailles des semaines après que la nouvelle de l'inculpation judiciaire a fuité. Et comme Pauline me l'a détaillé plus tard, la rupture n'a pas été précipitée par un manque d'amour, mais par le dégoût qu'il a ressenti en découvrant qu'il était sur le point d'épouser une famille qui élevait la combine et le vol à main armée au-dessus des scrupules légaux. Manon a très mal pris la nouvelle et est tombée dans une spirale. Une nuit, elle m'a appelé sur mon portable très tard. Sa voix était erratique, basse et sourde. Très différente de la femme fougueuse qui, il n'y a pas si longtemps, marquait sur sa tablette l'endroit où elle allait construire un placard dans mon salon. Je n'ai jamais calculé que ma mère essaierait de commettre une fraude documentaire, a-t-elle tenté de balbutier d'une voix tremblante. Je croyais vraiment qu'au pire, ma mère voulait juste utiliser le chantage pour vous faire peur afin que vous partiez de votre propre initiative sans faire d'histoire. Et me faire chanter, laisser des messages menaçants sur le trottoir et annuler mes cartes. Vous pensez que c'était joué gentiment ? Ai-je répondu sèchement, réfrénant mon désir de la plaindre pour son désespoir évident. Manon, vous étiez de la partie pour toute cette histoire pendant des mois. Vous avez été témoin de toutes les combines, vous avez pris des mesures et vous avez choisi des buffets dans ma maison avant même que j'aie eu le temps de confirmer légalement un déménagement. Faire l'idiote sur les petits caractères des papiers ne vous dispense pas d'avoir toute la mauvaise foi du monde sur le fond de l'affaire. Il y a eu une courte pause sur la ligne et elle a finalement murmuré « Je m'excuse ». Vos excuses sont très tardives, Manon, ai-je répondu, en maintenant un ton monotone. Vos excuses m'auraient été utiles il y a exactement 90 jours, non pas pour m'excuser auprès de moi maintenant, mais pour tenir tête à votre propre mère et l'arrêter. À ce stade, elles ne changeront rien. Je vous souhaite bonne chance dans la vie, mais il n'est pas nécessaire de me rappeler. Je n'ai pas laissé la conversation aller plus loin. Il était très clair que je n'étais pas là pour jouer les psychologues ou offrir une épaule pour pleurer à la même femme qui, des mois auparavant, complotait avec une équerre et une règle comment démolir le mur de ma chambre pour faire une armoire à mes dépens. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Hugo par hasard dans le centre-ville de Boston, sur une terrasse à quelques pâtés de maison de l'endroit où j'avais mon studio d'architecture. Il était seul, regardant son ordinateur portable à une table de café. Il a levé les yeux, a réalisé que c'était moi et m'a gentiment invité à m'asseoir pour prendre un verre. Je vous devais un vrai merci, a-t-il commencé la conversation dès que je me suis assise en face de lui. Je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez géré mes questions le jour où je vous ai appelé. N'importe qui d'autre aurait caché la honte ou adouci le coup. Cela m'a énormément aidé que vous me jetiez la pure vérité au visage pour avoir le courage de suivre mon propre chemin. Pas de remerciement nécessaire, ai-je répondu. Une confrontation opportune vaut 100 fois plus que les meilleurs mots réconfortants, même si cela pique le premier jour. Manon dit qu'elle a commencé à remettre sa vie sur les rails, a-t-il noté, choisissant ses mots avec soin. Elle a enfin trouvé un emploi stable, a un peu coupé les ponts avec sa mère et a loué un petit appartement à elle. Eh bien, regardez ça. J'espère que tout ce drame servira de master intensif à plus d'une personne, même si c'est avec un effet retardé. J'ai également hoché la tête et préféré en rester là. Je n'avais absolument aucune intention de commencer à surveiller ce que l'avenir réservait à la femme qui avait l'intention de devenir une squatteuse légale dans ma chambre principale. J'ai poliment mais très fermement changé de sujet pour discuter avec lui de sujets beaucoup plus triviaux comme d'éventuels voyages cet été. La vie de Pauline, contrairement à celle de sa sœur aînée,
a pris un tournant qu'elle a vu venir dès le premier instant comme une autoroute, rien que pour elle, pas une tragédie. Elle a concrétisé ses plans et a quitté la maison de Chantal pour un petit appartement en location vers le quartier d'Holston par l'intermédiaire de son ancien patron. Elle a été embauchée avec les honneurs dans une imprimerie industrielle avec une clientèle beaucoup plus importante que son précédent emploi. Elle était enfin payée pour son expertise et ses compétences techniques avec de bonnes conditions de travail. Et elle a brusquement cessé d'avaler tous ces mépris où tout le monde la tenait pour acquise comme une esclave bon marché. Tu sais ce qui me choque le plus maintenant, a-t-elle lâché un jour pendant une pause café près de 2 mois après la résolution judiciaire de mon divorce. C'est la première fois depuis que je me souvienne que je vais acheter mes propres rouleaux de papier peint pour le salon. Et il n'y a absolument personne ici qui me fait la morale, me disant que mon goût est horrible. Alors, quelle nuance as-tu prise ? Ai-je demandé, un de mes rires s'échappant. Le thème de la guerre du papier peint m'amusait toujours. J'ai choisi un ocre jaune moutarde très chaud, a-t-elle dit, la poitrine gonflée de fierté pure. Si maman le voyait maintenant, le moins qu'elle dirait, c'est que c'est pour les pecnos, mais je m'en fiche. Nous avons gardé notre petite tradition de nous envoyer des messages et de toujours trouver un créneau dans le mois pour prendre un café. Au final, la seule chose authentique et noble que j'ai réussi à extraire de cette intrigue tordue a été de sauver une bonne amitié des ruines du siège de sa propre mère. Et moi ? Eh bien, j'ai ramené tous mes bagages à mon origine, qui était le petit appartement mansardé du dernier étage que j'ai lentement rénové pendant mes après-midi libres, prenant une pioche et une pelle dans le même petit trou sombre où François, dans une autre vie, avait laissé son double de clé glissé entre les interstices de quelques briques apparentes. Il m'avait construit une galerie de sécurité de haut en bas avec une porte blindée derrière, à laquelle je n'avais pas prêté beaucoup d'attention car je n'avais pas calculé qu'1 an plus tard, elle me sauverait de me retrouver sur le trottoir avec mes cartons. J'ai accepté sans hésiter le contrat que François m'a mis sur la table, la réhabilitation du manoir près de la Charles River. Je travaille entre ces murs depuis environ 1 mois. Et c'est amusant comme soudainement, pour la première fois depuis très longtemps, je passe des heures absorbées à dessiner des portiques sur les plans, à superviser des topographes sur le terrain et à inspecter même les micro-fissures dans les murs. Je suis occupée à faire des carottages dans le béton armé au lieu de devoir croiser des plaintes pénales avec la meute d'avocats de mes ex-beaux-parents. La nuit, je regarde depuis ma mansarde la ville endormie, dans laquelle je me suis épuisée année après année pour empêcher son essence de tomber en ruine spéculative. Je contemple comment les choses sont conservées en sécurité quand on les répare à temps. Je réfléchis profondément à cela et le vieil adage du métier me vient à l'esprit, les bâtiments ont une vie. Ils meurent et sont ressuscités presque comme nous. Le problème, c'est quand on s'entête et que l'on persiste dans la folie de vouloir sauver toute la maison brique par brique, en essayant de rafistoler les brèches qui se sont effondrées, en endurant et en avalant tout. Il suffit simplement et clairement d'enfoncer le bon pilier et de remplacer les fondations à la poutre maîtresse. À partir de cette colonne saine, le reste de la charpente, lorsque la loi de la gravité cède, se détache inévitablement pièce par pièce pour se disperser parmi les décombres et laisser enfin de la place à des fondations qui en valent vraiment la peine et sont durables. Les nouvelles concernant les progrès de Célian me parviennent dernièrement de manière très partiale ou filtrée goutte à goutte. Du bouche à oreille, presque exclusivement par mes anciens collègues et amis avec qui je travaillais au début de notre vie de couple. On me dit qu'il a décidé de retourner vivre chez mon ex-belle-mère parce qu'il a subi un coup économique dans l'autre entreprise avec tout ce scandale jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur pied et se remettre de l'humiliation personnelle de notre division des biens et de la dette des frais de justice. Il me manque les données réelles pour savoir s'il s'est jamais sérieusement regardé dans un miroir et a compris intérieurement où il s'était trompé. Ni s'il se punira pour toujours et laissera derrière lui cette horrible conversation parallèle pour m'expulser le jour où il a choisi de rester silencieux comme un spectateur neutre au moment même où il aurait dû se lever pour arrêter tout ce lynchage absurde. Je dois avouer à nouveau honnêtement que je me trouve complètement indifférente au fait que je n'aurai plus jamais besoin d'avoir toutes les informations sur ces questions. Je comprends que c'est la leçon suprême en matière de gestion de crise. Quelques portes sont une source de danger structurel. Elles ne réparent absolument rien, et vous vous faites une énorme faveur en les scellant hermétiquement, en les laissant fermer en permanence sans passer une demi-minute à enquêter sur les fantômes qui habitent occasionnellement l'autre côté des couloirs.
Je refuse de cohabiter avec le mot que la mère de Célian m'a laissé, le manuscrit qui est apparu écrasant mes sacs dans la rue. Je n'ai jamais jeté ce mot de mauvais goût de ma belle-mère à la poubelle, ni dans le bac de recyclage de ma rue. Ce morceau d'encre floue reste bien pressé entre les rabats du petit dossier où je garde tous mes documents judiciaires souvenirs. Et il y est, scotché directement derrière la page, signé avec le procès-verbal de police des surréalistes accusations criminelles croisées que Chantal a sorti de son chapeau en plein commissariat avec préméditation ce fameux mardi après-midi. Ce dossier est dans mon tiroir car c'est mon rappel technique et fidèle pour ne pas oublier que dans les moments où il y a des sujets qui essaient de vous écraser de manière rapide et lâche, en tirant sur la pression en vrac. La chose vraiment intelligente est de ne faire absolument rien de plus destructeur envers l'ennemi que de simplement lui donner de la corde. Si vous leur accordez 9 mètres de corde et beaucoup plus de marge de manœuvre, leur propre arrogance et leur négligence seront la seule chose qui les fera suffoquer dans leur propre suffisance. Même dans quelques moments fugaces, je me retrouve à repenser à cette nuit où la pluie tombait sur l'asphalte usé, arrivant fatiguée à l'entrée principale avec mes vêtements dans des cartons scellés sous mon propre épais porte-documents, les écrasant. Et je me souviens pour la première fois d'une seule chose, ce rire silencieux, je me demande quel étonnement ce geste ironique et inapproprié de mes lèvres tirant vers le plafond aurait pu causer à un Bostonien distrait traversant notre rue. Il est évident que le pauvre homme qui passait aurait parié $1000 que j'avais perdu la tête et que j'étais folle alliée. J'aurais dû fondre en larmes ou avoir un visage de ressentiment amer, mais rien de tel. Je souriais avec la précision technique froide et infaillible de mes calculs de démolition millimétrique, convaincu d'avoir un aplomb direct et vertical avec les événements sur le terrain parce que je n'étais pas hors de propos. Où que je sois placé aux premières heures du matin, j'allais avoir un plan exécuté avec certitude, sans plier un seul gramme de mes genoux devant ces villes qui me vendaient à bas prix. Tout mon échafaudage a finalement été exécuté précisément par les gaffatifs de la fausse couverture bon marché que ces trois-là ont comploté derrière mon dos. Le plan a explosé juste sur les lignes de tension légales sur lesquelles j'avais projeté mes contreforts et mes étais, créant l'implosion de démolition parfaite au point choisi du projet, qui portait désormais un signe infaillible et durable pour moi, baptisé de mon bouclier préféré, le